l'un des points importants, et peut-être même le point le plus important d'un programme d'affiliation, c'est de pouvoir animer sa communauté, de pouvoir la driver, de pouvoir lui donner les bons éléments pour exister en fait. Parce que c'est facile de dire on y va, mais c'est beaucoup plus dur d'avoir le temps et les bons outils pour animer la communauté. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce nouvel épisode. Enfin ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous écouterez ce podcast, mais les statistiques montrent que vous l'écoutez en général plutôt le matin. Je suis donc très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis avec Alexandre Dos Santos, qui est le cofondateur et le directeur général de Affilae, une plateforme de gestion de partenariat, une plateforme à la fois tech mais aussi business qu'on vous décrira dans une seconde, que vous pouvez retrouver sur a2filae.com, a2filae.com, Affilae. Et que vous connaissez certainement si vous êtes de fidèles auditeurs du Panier, puisque parmi les clients d'Affilae, on en compte pas mal qui sont passés sur le Panier. C'est pour ça que je suis très heureux de faire cet épisode aujourd'hui, comme Ulysse avec Axel Guilicelli, j'espère que je le prononce correctement, que vous avez entendu il y a quelques semaines. Super épisode passionnant, comme Florette, comme Philippi, que je cite souvent, qui a explosé grâce à l'affiliation et Affilae. Mais vous avez aussi de très beaux clients comme le Petit Ballon, Cézanne, Petit Bateau, Oxybul et j'en passe. C'est un épisode que j'avais envie de faire depuis longtemps, un sujet que j'avais envie de traiter depuis longtemps. J'en parle très souvent avec mes invités, mais j'ai reçu aucun expert du sujet. Or, c'est clairement un axe de développement hyper important pour les startups et dans le e-com. Cet épisode s'accompagne d'une sorte de to-do list que vous pourrez télécharger sur Internet et sur le site. Ne ratez pas l'annonce sur LinkedIn puisque je posterai le lien à cet endroit. Une longue intro. Salut Alexandre, ça va ? Bonjour Laurent, super. Je suis ravi d'être là ce matin aussi avec toi. Première expérience pour moi de podcast. J'ai beaucoup écouté les tiens et appris beaucoup de choses d'ailleurs sur mes clients que en fait on se rend compte, même si on travaille beaucoup avec eux, qu'on les connaît pas tant que ça finalement et qu'ils ont des gros défis à relever. Notamment, je m'intéressais dans la semaine à Ulysse et effectivement aller chercher tous ces lourds agréments, c'est fort. Ouais, Ulysse, c'est vraiment un épisode génial que je vous recommande. Comment être une start-up agile, évoluer rapidement, comment être le capitaine train de l'aérien dans un monde qui a été très longtemps sclérosé, bloqué par des gros acteurs. C'est hyper intéressant comme épisode. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est simple, c'est 5 points importants à avoir en tête avant de vous lancer dans l'affiliation, ou en tout cas pour progresser dans l'affiliation. Comment bien préparer, on va dire, le réceptacle, préparer son site pour pouvoir accueillir des partenaires et puis l'action de ces partenaires. Quelle stratégie choisir, quelles questions se poser, quel partenaire choisir. Très souvent, mes invités le font à la mano dans des fichiers Excel. Et bien là, on peut d'une autre manière aborder le sujet, comment animer sa communauté de partenaires et pour finir, comment suivre et gérer tout ça. On terminera cet épisode par un peu de prospective. Le monde change, le e-commerce change, on en parle souvent, très souvent, social commerce, Q-commerce, live streaming. J'ai envie de savoir quels sont les impacts sur ton sujet qui est l'affiliation, la prescription, les partenariats et tu nous diras tout ça. Bref, un épisode qui, j'en suis certain, sera passionnant. Bienvenue. Alors, pardon, une petite note. On a eu un problème d'agenda il y a quelques mois pour enregistrer. Ouais, c'est drôle. Je suis à Bordeaux, à la Villa Maria, pour cet enregistrement avec Alexandre. Et grâce à toi,
mine de rien, j'avais rebondi en invitant Laure Lagarde, qui est la fondatrice de Emily's Pillow, qui était un épisode que vous avez adoré. Mais vraiment, vous êtes très nombreux à m'avoir dit que c'était un épisode génial. Si vous ne l'avez pas écouté, filez l'écouter. J'embrasse Laure, que je croise régulièrement à la Villa Maria et qui est devenue maman il y a quelques jours. Donc, pour la deuxième fois d'ailleurs, je crois. Bref, super boîte, Philae. Vous fêtez vos 10 ans bientôt ? On fête les 10 ans cette année, techniquement sur l'année de la création de la boîte. Après, sur le lancement commercial, ça sera plutôt l'année prochaine. Mais effectivement, c'est 10 ans cette année. Donc, on attend notre nouvelle responsable communication là, début mars. Et ça sera sa première mission, je pense. Alors cet épisode sort le 4 mars. Ah, parfait. Donc on enregistre fin février. Elle est peut-être déjà arrivée, elle arrive quand ? Non, oui, elle arrive le 7 mars. Elle arrive le 7 mars, donc dans 3 jours. Dans 3 jours, effectivement. Quand vous écouterez cet épisode. Plus de 700 clients à date pour Philae, entre 30 et 40 000 prescripteurs partenaires, 10 ans, je l'ai dit, et bootstrappé en plus. Et bootstrappé, c'est vrai qu'on a toujours... Alors c'est un peu une folie de départ et une volonté propre après de se lancer sans aller chercher des fonds, de faire les choses par soi-même, d'apprendre en fait dans le dur, dans l'expérience. Parce que effectivement, initialement, on s'est lancé sur ce marché sans réseau, sans connaissance du monde de l'affiliation. C'est peut-être ça aussi qui a fait qu'on a réussi à sortir en fait des carcans en fait qui étaient déjà en place et peut-être à penser autrement, à définir un modèle plus fair peut-être. Et c'est ça aujourd'hui qui continue à nous motiver, qui continue à nous pousser, même si effectivement en termes de prospective, on a cette ambition d'aller chercher l'européanisation avec le développement aujourd'hui. On est très très présent et très très identifié en France. Quelle est la part de clients internationaux ? Aujourd'hui, on est vraiment à 95% français. Et on a lancé plus récemment, alors on a eu la très très bonne idée de lancer le marché espagnol un mois avant le Covid. Donc ça a été excellent puisque les entreprises espagnoles n'ont pas soutenu les entreprises... Enfin, l'État espagnol n'a pas soutenu, voilà, c'est ça, les entreprises espagnoles comme la France a pu le faire. Et donc on a tout mis en stand-by. Pourtant on avait mis quelques efforts à Barcelone là-dessus. Mais ça se relance aujourd'hui, donc bonne nouvelle, les efforts qu'on a fait il y a 2 ans vont se pérenniser. Et puis plus récemment, on lance le marché UK qu'on commence à attaquer. On a recruté 2 sales spécialisés là-dessus. Donc on croise les doigts. On est plein de rêves pour l'avenir et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Quel KPI tu peux nous donner sur Philae ? C'est un peu ce que tu as dit, 700 clients, 40 000 partenaires en face. Quand on parle de partenaires, c'est tout ce qui va être influenceurs, blog, médias, comparateurs, emailer, code promo, cashback, retargeting. Donc c'est vraiment très divers. On va balayer un peu tout le tunnel de conversion. Quel KPI je peux te donner ? Après, c'est plus des KPI propres au volume d'affaires que ça peut apporter, par exemple, à un e-commerçant. On est en moyenne entre 8 et 15% du chiffre d'affaires généré par un e-commerçant, dépendamment des leviers qui sont traités à travers l'affiliation. Donc ça, c'est intéressant. Quoi d'autre ? Après, effectivement, on a des ROI par secteur d'activité qui sont généralement plus intéressant parce qu'on est sur un côté de personnalisation de l'expérience marketing avec les partenaires et donc on est sur des partenaires qui sont ciblés par rapport à notre besoin. On n'est pas forcément toujours sur de la diffusion mass market et donc les ROI sont largement meilleurs. Il n'est pas rare par exemple d'avoir une affiliation des ROI autour de 8-9 par exemple en moyenne. 8-9 en moyenne. Ouais, voire beaucoup plus. Je peux pas trahir de secret, mais sur certaines marques, on a des ROI de 19. Tu communiques sur le volume d'affaires généré, sur le... Oui, on peut communiquer sur le volume d'affaires généré. Aujourd'hui, on est principalement français, donc je vais parler en euros. C'est 10 millions d'euros à peu près. 10 millions d'euros, c'est quoi ? C'est le volume des commissions qui sont versées aux partenaires par les marques avec lesquelles on travaille. Et en général, quel est le taux de commission qu'elle donne ? Est-ce qu'il y a une moyenne marché ? Alors, je te vois sourire, tu n'es pas obligé de répondre, mais si tu peux avoir un ordre de grandeur sur le volume de vente que vous générez pour le... Si, je peux te donner des indicateurs. Alors, effectivement, je souris parce qu'en fait, c'est propre. On me pose beaucoup cette question et c'est propre à des secteurs d'activité, à chaque marque, de par le taux de marge, etc. Mais en moyenne, on va dire que 10%, c'est la commission qui est communément communiquée. Donc, on va dire que
génère pour tes clients environ 100 millions d'euros de volume d'affaires pour eux, c'est ça? De vente. On pourrait dire, pardon. On pourrait extrapoler de cette façon-là. Ouais. Ouais, bah non, mais c'est énorme. Et ça, c'est annuel? Ça, c'est annuel. Ouais. Waouh, fat, bravo. En bootstrappé, c'est quand même génial. Ah, ça s'est pas fait tout seul, hein, mais. Non, bien sûr, ça fait 10 ans. Ouais. Tu me racontais d'ailleurs que vous avez failli mourir 3 fois. C'est et ça. vous êtes né d'une boîte tech. Parce qu'en fait, il y a plusieurs services chez Affiliate. Il y a plusieurs services. Donc, il y a la plateforme technique, qui est la première Absolument. brique, c'est ça par laquelle vous avez La plateforme SaaS. La plateforme SaaS. Il y a de la gestion de l'account management. Vous aidez des marques à gérer leur programme de partenariat, d'affiliation. Et puis, j'imagine, les transactions passent par la plateforme. Et il y a une brique en délégation de paiement où effectivement on va être en capacité de payer les partenaires affiliés pour le compte des marques pour lesquelles on travaille. Vous avez commencé par la brique tech, c'est ça? On a commencé par la brique tech, oui, en 2012-2013. L'idée, ça a été de prendre un peu le contre-pied de ce marché qui existait via des agences qui sont toujours présentes aujourd'hui, qui étaient intermédiaires en fait entre les marques et les réseaux de prescripteurs. Et alors, je sais pas si je vais jusque-là et je parle des freins du marché à l'époque, mais grosso modo, quand on ajoute un intermédiaire, souvent on ajoute aussi un peu de flou, et donc les advertisers, les annonceurs en eux-mêmes n'avaient pas le contrôle sur leur réseau, ou difficilement le contrôle, la visibilité. Ils savaient pas forcément où ils étaient diffusés, comment ils étaient diffusés, etc. Donc tout ça aujourd'hui, ça a un peu changé. Et donc on s'est lancé dans cet univers-là qui était un peu opaque, et on s'est dit finalement, l'annonceur a besoin de reprendre le pouvoir sur ses partenariats, et la solution, ça a été de créer une plateforme SaaS qui a permis d'internaliser en fait la gestion de son réseau de partenaires, de reprendre la main, de choisir ses partenaires, de négocier soi-même les mises en avant, où vous êtes diffusé, comment vous êtes diffusé, de aussi lutter contre les actions anti-fraude, parce qu'il y a aussi pas mal de fraude à gérer en affiliation. Et puis, tout simplement, de pouvoir maîtriser en fait le retour sur investissement que vous avez de ce levier-là aussi. Et donc de réaliser des économies d'échelle qui sont soit réinvesties dans de nouvelles opportunités de partenariat, ou soit sur d'autres leviers d'acquisition. C'est marrant parce que c'est un sujet, on est d'accord, qui est vieux comme le monde. De tout temps, on a recommandé des produits à des gens. Et même sur Internet... alors moi, je suis un petit vieux, mais j'ai le sentiment que Commission Junction existait même avant CJ, les années 2000. CJ, aujourd'hui, Oui, en fait, toutes ces grosses agences-là, c'est 2000, 2005, 2006, en fait, leur essor véritable. 98 pour Commission Junction. 98, tu vois, j'avais pas la donnée. Exact. C'est fou. Donc vous avez commencé par cette brique technique qui permettait de mettre en relation, enfin, qui permettait aux marques de gérer en tout cas leur Au début, on n'avait pas la marque. Ouais, ok. Et la marketplace est arrivée quand? Et la marketplace donc est arrivée sur la recommandation de nos clients, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit génial, Affiliate, c'est cool, ça fonctionne, c'est innovant, super. Par contre, aidez-nous à trouver de nouveaux partenaires. Et donc là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a repris le concept de la marketplace en fait, e-commerce, où on échange des offres de produits. Mais là, l'idée a été de travailler sur une offre et une demande, dans le sens où l'annonceur a une demande de visibilité et le partenaire, lui, a une offre de visibilité à apporter. Et donc l'idée, ça a été de faire matcher les deux en fait, un peu à la façon d'un Tinder, mais totalement dédié à l'univers de l'acquisition online. Et donc les marques ont pu rentrer en contact. Alors ça aussi, ça a été un gros effort de prospection de notre côté. On a beaucoup été aidés par nos annonceurs aussi. Mais aujourd'hui, une marque peut rentrer sur Affiliate et constituer son réseau de A à Z. Et ça, c'est intéressant parce que en fait, il y a une volonté d'aller chercher du partenaire, de la prescription, de la recommandation produit, de la réassurance, etc. Mais quand on n'y connaît rien ou qu'on n'a pas le temps, en fait, c'est beaucoup de prospection, c'est du commercial, en fait, d'aller chercher des partenaires. Et donc, on leur facilite cette entrée-là en leur permettant d'arriver sur Affiliate et de dire, je veux un blog dans tel secteur d'activité, ou je veux un comparateur dans tel secteur d'activité, ou je veux aller chercher un influenceur dans tel secteur d'activité, et de trouver, par rapport à leur segmentation, cible, ce qu'ils ont besoin, et d'entrer en contact avec eux. Alors c'est la première partie du job. Après, effectivement, il reste la partie négociation du deal, la personnalisation de l'offre qui va être de la MEA, on appelle ça, de la mise en avant en fait, qui va être faite entre la marque et l'annonceur et le publisher en fait.
Il y a plein de questions qui me viennent et qu'on abordera certainement plus tard, mais je m'en fous, je suis chez moi, j'y vais. C'est l'affiliation, le tracking, les partenariats, c'est très simple quand t'as pas de rupture de canal. Mais il y en a de plus en plus, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que t'as pas forcément de lien quand tu fais un reel sur Insta, ou même moi, tu vois, mine de rien. Alors vous avez, chers auditeurs, de temps en temps, vous entendez des messages de sponsoring en début d'épisode. Alors déjà, j'incarne, c'est moi qui le dis, donc tous ces messages, c'est sur des produits ou des technos ou des services que j'ai testés, que j'ai validés, que j'utilise, le cas échéant. Tu es un influenceur. D'une certaine manière. Déjà, et puis vous pouvez d'ailleurs aller, je vous invite à aller essayer, tester tous ces outils, c'est une belle manière de me soutenir. Mais là, il y a de la rupture de canal, donc tu vois, le tracking se fait un peu difficilement, sauf s'il y a un code à mettre ou... Tu as un site ? Ouais. Où tes podcasts sont listés. Oui, mais les partenariats sont pas toujours. Non. Enfin, tu vois, si quelqu'un entend je sais pas, mon message pour Silver, une boîte que j'adore, et va tester Silver, s'il met pas de code, c'est assez difficile de savoir que ça vient qui vient d'un part. Pas de bras, pas de chocolat. Hein. Ok, c'est pas de bras, pas de chocolat. La rupture de canal, et ensuite il y a ce que je disais avant, c'est un enjeu aussi, j'imagine, pour les partenaires, c'est l'incarnation. L'un de nos clients historiques est Kellogg's sur la marque Trésor, et je sais qu'ils avaient fait des opérations d'influence à un moment avec des influenceurs où vraiment il n'y avait pas de... Les mecs étaient là pour choper de la commission ou du sponsoring au forfait. Tu sentais qu'il n'y avait vraiment pas d'engagement. Ça se gère ? Ça se gère d'autant plus avec l'affiliation, pour rebondir sur le sujet. Parce que effectivement, historiquement, l'influence, c'est un peu la course à l'Eldorado. On est sur le Far West des nouveaux leviers d'acquisition depuis 2012-2013. Ça se rationalise beaucoup là ces dernières années pour que l'influence devienne un levier à part entière et effectivement soit mesuré et qu'on puisse prendre les bonnes décisions marketing d'investissement aussi sur ce levier-là. Donc l'idée en fait, c'est que les marques peuvent avoir des budgets faramineux en dépenses en influence et qu'on va qualifier de notoriété, de branding, etc. Mais en vérité, il n'y a aucune raison que ce levier ne soit pas aussi rentable que vos actions sur Google, Facebook ou d'autres leviers que vous traitez. Et donc c'est là où l'affiliation va venir donner ses lettres de noblesse aussi à l'influence en apportant de la récurrence et de la mesure, du contrôle et de la décision marketing en fait. Pourquoi ? Parce que en fait, vous allez créer ce qu'on appelle un programme de prescripteurs qui va viser à récompenser les influenceurs sur les actions que vous allez traquer. Ça peut être des ventes, ça peut être des leads, ça peut être tout simplement l'apport de trafic. Et derrière, grâce au tracking et à la mesure, on va pouvoir identifier la rentabilité sur ces actions données en fait de ces partenaires. Et c'est pourquoi des plateformes comme Affiliate, on est beaucoup sollicité sur des marques comme Cézanne, comme Le Petit Ballon, comme Petit Bateau, etc. pour mesurer effectivement la rentabilité de ces campagnes marketing, définir un ROI du levier. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple sur une année, vous faites 100 partenariats influenceurs, vous allez les traquer pour identifier la performance de ces partenaires. À la fin de l'année, quand vous allez faire votre bilan, ou j'espère plus régulièrement au cours de l'année, eh bien, vous allez dire finalement sur ces 100, il y en a 20, et pour prendre au hasard la loi de Pareto, il y en a 20 qui ont fonctionné. Et donc finalement, ce 20, vous allez vous constituer votre pool en fait d'influenceurs qui fonctionne, qui est rentable et sur lequel vous allez pouvoir capitaliser et créer de la récurrence en les rémunérant dans la durée avec vous. Et en négociant des mises en avant cadres sur l'année, X story, etc., etc. Voire beaucoup plus en fonction des opportunités qu'ils vont vous proposer et de leur audience. Formidable. Donc déjà un premier insight qui paraît évident, mais c'est bien de le rappeler, d'enfoncer des portes ouvertes parfois, ça. Test and learn. Exactement. Test and learn, c'est vraiment le mot, surtout quand vous vous lancez. Par itération. Ouais, exactement. Quand vous vous lancez, le test and learn, c'est important. Ça nécessite effectivement un peu de budget. Mais bon, de toute façon, on ne fait rien aujourd'hui sans budget. L'idée, c'est que quand vous lancez votre marque, ou même quand vous avez une marque très établie, mais vous n'avez jamais lancé d'influence, ou en tout cas que vos actions d'influence n'ont jamais été
traquer ou que vous ne savez pas concrètement ce que ça donne sur les actions que vous voulez mesurer, eh bien, test and learn. C'est-à-dire que vous allez essayer de cibler le plus possible les influenceurs, et il y a de super outils pour faire ça, pour sélectionner les influenceurs en fonction des différents KPI, taux d'engagement, etc., pour essayer de diminuer les risques. Mais in fine, on a quand même ce côté test and learn qui permet de toujours, parce que ça change beaucoup aussi dans l'influence, et ça se renouvelle beaucoup, et ce qui permet de toujours rester up-to-date et de sélectionner les bons partenaires in fine, quoi. Ta plateforme technique, elle doit quand même être hyper balèze pour aller chercher, j'imagine, en permanence sur ces 30-40 000. Alors, ils sont pas tous live, pas tous actifs, j'imagine, mais admettons qu'il y en ait, je sais pas, 20, 30, 40% d'actifs. Aller chercher en permanence, je sais pas, un nombre de followers, un nombre de likes sur les posts. Ouais, c'est une grosse usine qui est derrière, une grosse machine. Une très très grosse usine. Je peux pas donner tous les secrets de rouage, mais effectivement, c'est de l'enrichissement à la fois technologique, automatisé, API et tout ça, mais c'est aussi beaucoup d'humains. C'est-à-dire que tous les jours, on va créer des réseaux de partenaires pour les marques avec lesquelles on travaille. On va créer des deals, des mises en avant. Tous les jours, on va mesurer ces promotions, ces actions promotionnelles, et tous les jours ça va enrichir notre base en fait. Avec une certaine dépendance aux grands acteurs, j'imagine. Alors pour toi ou pour les autres, je veux dire, objectivement quand Facebook change l'API d'Instagram ou LinkedIn te donne plus ou moins accès à, voilà, c'est compliqué. Je vais donner un exemple là. Je rebondis sur cet exemple d'Instagram, mais le tracking sur Instagram a toujours été très compliqué en fonction des itérations de Instagram justement, et donc avant, pour traquer des stories, on le faisait avec des swipe up. Tout simplement parce que on pouvait pas mettre de lien dans des posts, ou alors il fallait mettre un code promo. C'est l'événement que tu peux traquer, c'est ça? Voilà, effectivement, le swipe up, c'était l'événement qui redirigeait vers le site de la marque et qui pardon, excuse-moi, je te coupe, mais l'événement au sens informatique. Ah oui. Et c'est pas évident pour tout le monde. C'est une action d'un utilisateur sur une interface que je peux traquer et qui m'est remonté via une API. Exactement. Et Instagram ne remonte pas tous les événements, le swipe up en est un que tu peux traquer. Oui, alors le swipe up, ouais, absolument, c'est bien de faire cette parenthèse. Et le swipe up était l'élément sur les stories qu'on pouvait traquer. Sinon, il y avait effectivement le code promo qui est traquable et qui permet de le récupérer au niveau du panier. Mais récemment, il y a quelques mois, Instagram a changé ça, a laissé tomber le process de swipe up pour apporter ce qu'ils ont appelé le sticker. Et donc là, du jour au lendemain, là où sur le swipe up, en fait, le lien de tracking n'était pas visible et qu'on effectuait directement la redirection sur le site de la marque, du jour au lendemain, avec le sticker, en fait, l'URL a été visible. Et donc, on avait des problèmes de communication parce que finalement, on affichait des URL de tracking sur des stories. Donc, effectivement, ça cassait un peu le côté branding et de la notoriété sur la marque. Et donc, on a été obligé très très vite d'adapter les solutions techniques en proposant effectivement des domaines de tracking personnalisés. Là, on rentre encore un peu plus dans le détail, mais pour pouvoir afficher en fait le domaine de la marque et non plus le lien de tracking, qui peut être assez entre guillemets indigérable, quoi. Et du coup, d'un point de vue technique, une veille permanente sur les X API que vous suivez, enfin qui sont utiles pour le... Alors oui, de toute façon, tous les jours, c'est de la recherche et développement. C'est effectivement la veille sur comment les outils évoluent. C'est même si maintenant, effectivement, on a beaucoup de recul et on va pas réagir à chaque nouvelle itération parce que probablement que le système le gère déjà. Mais oui, il y a une grosse partie de veille. C'est 20% de l'activité de notre équipe technique. Ouais. Okay. Et surtout avec les évolutions récentes de la CNIL en termes de cookies. On rentre pas sur le sujet, ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière, mais moi il y a beaucoup de marques auxquelles je parle, alors clients ou invités sur le panier, clients Cosa Vostra. La fin du cookie, ça fait peur, c'est chiant, c'est difficile à gérer. Est-ce vraiment la fin du cookie? Est-ce vraiment la fin du cookie? On voit que Google itère aussi beaucoup là. Alors Google itère, mais de l'autre côté sur iOS en mobile, ça devient, enfin c'est un enjeu vraiment complexe. Mais ce qui pousse de plus en plus, je trouve, les marques à alors, il faut jamais oublier les outils marketing. Un bon email, on peut faire 10, 20, 30% de CA en plus. Absolument. Une bonne strat email, une bonne strat d'affiliation de partenariat, ça peut être 10, 15, 20% de CA en plus. Mais ça force aussi les marques à se concentrer sur la qualité de l'expérience sur un site, la fluidité, la rapidité de chargement et puis des bons produits, quoi.
Oui, absolument. Et puis de toute façon, tout ça devient beaucoup plus. Le marketing devient plus technique aussi. Génial. Alors c'était une longue intro, je pensais pas qu'on parlerait autant, mais tant mieux. Moi, ce que je veux maintenant, c'est je veux me lancer dans l'affiliation. Je suis sur le point de lancer une marque e-com monoproduit où je suis Kabaya. Kabaya le fait très très bien, mais admettons. Mais très bien, justement, Kabaya veut progresser. Je veux comprendre ce que tu peux m'apporter et comment me lancer, c'est-à-dire comment optimiser mon site, mon réceptacle, quelle stratégie choisir, quel partenaire sélectionner, comment les animer, et puis enfin comment traquer tout ça. Commençons par le commencement. Beaucoup de choses. Réceptacle. Ouais, beaucoup de choses. Préparer mon site. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, ça paraît évident aujourd'hui. Je vais dire, c'est assuré dans 80% des marques avec lesquelles on va travailler. Ça paraît évident, mais quand on se lance, on se concentre sur ses produits, sur sa valeur ajoutée, sur ses arguments de vente, etc. Mais pour lancer vos actions marketing, eh bien, il va falloir être capable de mesurer. Ça veut dire poser des scripts ou utiliser des méthodes de tracking sur votre site. Donc c'est un petit peu le côté underground en fait, du côté très claquant que peut avoir l'influence, etc. Mais pour réussir, il faut mesurer. Et donc c'est un petit peu comme un e-commerçant, avant de se lancer, il doit assurer la partie logistique, ça paraît la base par exemple. Sans ça, ça ne fonctionne pas, ces produits partent pas, il y a des retards de livraison, etc. Donc tout ça doit être câblé. Et bien là c'est pareil, quand vous allez lancer vos campagnes, mais que ça soit en affiliation, que ce soit des campagnes Google Ads, Facebook Ads, etc. Vous allez devoir monitorer, traquer ce que le jus que ça vous apporte réellement en fait. Et donc il faut préparer en fait votre site à ces éléments-là, avoir effectivement un tunnel de conversion qui soit propre, qui soit clair, où il y a bien des redirections automatiques après le paiement du client sur une page de confirmation de commande. Ça paraît anodin de le dire, mais il faut le dire parce que parfois c'est pas le cas. Et en fait, il faut savoir que ce qui nous permet de collecter l'information de la vente, c'est sur cette page de confirmation de commande. Donc si le client en fait ne passe pas par cette page de confirmation de commande, encore une fois, pas de bras, pas de chocolat, quoi. Parce que impossible de traquer voilà. L'effet de. Okay. Et ça sera pareil pour Google, pour Facebook, partout, quoi. Donc c'est vraiment un des prérequis à rappeler. Et puis il y a un côté plus marketing aussi, c'est-à-dire que je le rappelle, mais c'est une porte ouverte encore une fois. Des arguments de vente hyper clairs. Ton épisode avec Big Blue qui rappelle tout ça, l'optimisation des taux de conversion, la présence des frais de livraison, etc. Tous les arguments marketing à la vente de vos produits, la valeur en fait que vous allez proposer à vos clients doit être exprimée de façon très claire pour pouvoir maximiser vos chances de convertir aussi via ce levier. Alors c'est sympa de faire référence à cet épisode, c'est l'épisode numéro 138 avec Tim Dumain qui est le fondateur, CEO de Big Blue, où il nous donne les 10 tips pour optimiser le tunnel d'achat et l'expérience avant confirmation d'achat puis post confirmation d'achat. Alors Big Blue c'est une boîte plutôt le log. Mais épisode super intéressant. Effectivement, mais ce que tu dis en fait, et c'est assez évident, hein, c'est que te lancer dans une grande campagne marketing si ta boutique est pourrie, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ça n'a pas de sens. Moi, ce que je vois aussi souvent, c'est des entrepreneurs qui mettent beaucoup trop d'efforts, budget, temps sur la boutique sans en laisser sur la partie marketing. Donc c'est un juste milieu à choisir. Exactement. Mais en tout cas, il faut que le réceptacle soit bon pour pouvoir traquer tout l'effet de ces. Exactement. Ok. Du coup, sur le tunnel de conversion, est-ce que tu as des points particuliers à... Il y a plusieurs écoles aussi sur les tunnels de conversion, mais éliminer tous les freins, c'est là où Amazon est très très fort d'ailleurs, et c'est là où c'est le meilleur exemple, mais éliminer tous les freins, indiquer les frais de livraison, ça va être la possibilité, aujourd'hui on est un peu moins en France, beaucoup UK, on est sur des actions promotionnelles fortes, donc indiquer effectivement la partie code promo, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler. Mais aujourd'hui, les solutions e-commerce sont quand même bien faites. Si on prend des Shopify, tout ça c'est déjà optimisé, tout ça c'est déjà prévu, tout ça c'est géré, quoi. Comme je disais, c'est vieux comme le monde. Oui. Et puis le principe d'influence, de partenariat, d'affiliation existe depuis 20 ans. Juste pour comprendre quels sont les types de remontées qui te permettent de traquer l'effet d'un... Il y a du lien.
du lien UTM, il y a du code promo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors essentiellement, effectivement, c'est les deux. On a le lien de tracking, du coup, qui peut prendre différentes formes. On peut utiliser le nom de domaine auquel on rajoute effectivement un peu comme un UTM Analytics, mais sauf que c'est notre propre UTM à nous, à Affiliate. Ce qui permet de faire un lien direct. Donc c'est intéressant parce qu'on part par exemple d'un lien sur un blog vers un lien sur un site. On a aussi potentiellement un jus SEO qui peut arriver dépendamment des requêtes qui sont travaillées aussi. Et il n'est pas rare de voir par exemple sur des actions long trend des blogs qui sont positionnés mieux que le site de la marque par exemple. Et donc là, effectivement, c'est là où elle tire bénéfice de ça. Et puis, effectivement, on a du tracking. Alors, il y a différents liens de tracking. Il y a le tracking par redirection, qui est le plus vieux mode de tracking, je pense. Qui, là, on redirige par un tiers publicitaire, qui est Affiliate ou qui est la plateforme d'affiliation. Puis, on redirige sur le site du client. Alors ça, aujourd'hui, c'est effectivement un mode qui existe toujours et qui répond à beaucoup de besoins et à des besoins spécifiques. Mais c'est pas le meilleur. Parce que vous passez par un tiers publicitaire, donc c'est beaucoup plus identifié par les adblockers, donc vos liens n'arrivent pas toujours. C'est aussi beaucoup plus fraudable. Alors je vais pas rentrer trop dans la technique, mais c'est facile avec les bons scripts de récupérer les ID tracking et de se substituer à ça et récupérer la commission, grosso modo. C'est ce qu'on appelle le cookie stuffing. Sans rentrer dans les détails. Et donc c'est des liens qui ont un besoin technique fort, mais qui aujourd'hui peuvent être mis en cause. Et c'est pour ça qu'on va préférer des liens de tracking direct, en tout cas nous chez Affiliate. Mais que tu traques comment alors? Via un pixel chez moi sur le site destinataire, on est d'accord. Okay. Alors il y a plusieurs. On utilise des pixels, on peut utiliser un tracking par API, on peut utiliser ce qu'on appelle le serveur to server. Il y a beaucoup de méthodes. Donc tu pourrais te connecter à mon Google ou à mon Shopify pour voir les ventes qui sont arrivées par. Absolument. Donc ça c'est sur le lien traqué. Ton insight là, c'est privilégier les plateformes qui proposent des liens directs plutôt qu'un parcours tierce. Ok. Le deuxième moyen, c'est le code. Le code promo, tout simplement. Et là, en fait, c'est le moyen de s'affranchir en fait du lien de tracking. C'est intéressant parce que vous avez des leviers comme YouTube, Instagram ou par exemple, alors dépendamment du positionnement de votre marque, tout le monde ne fait pas de la promotion, on l'entend, mais le code promo est un bon outil. Sur Instagram, les habitudes de navigation sont pas les mêmes. Vous scrollez toute la journée, vous regardez vos stories, etc. C'est beaucoup moins naturel de cliquer sur un lien. C'est là où le code promo permet d'avoir des taux de conversion du coup qui sont plus ajustés par rapport à la réalité. Pareil sur YouTube, vous allez mettre des liens en dessous de la vidéo, c'est beaucoup moins vu que quand vous balancez un code promo dans la vidéo, quoi. Est-ce que ça peut être, on est toujours dans cette première brique en préparation du site, est-ce que ça peut être un bon conseil de rajouter un drop-down dans mon tunnel? Vous nous avez connu par, ou j'ai entendu parler du produit. Enrichissement de la connaissance client, oui, toujours. Ouais. Oui, mais juste pour s'assurer que ça vient bien, parce que typiquement, alors AdBlocker, tu l'as dit, si il y a une redirection, ça peut bloquer, ou le code promo, je peux oublier de le mettre. Enfin, c'est un peu con d'oublier un code promo qui apporte une promotion, mais ça peut arriver, j'en sais rien. Puis il y a des faux codes promo aussi. On parle de fraude. Il y a des sites qui vont référencer des codes promo où le sport national, c'est de récupérer tous les codes promo qu'ils peuvent trouver. Et les clients vont parfois, tout le monde a déjà fait ça. Tu vas acheter ta paire de baskets, tu vas vouloir trouver le super code promo sur des sites, je vais pas les citer, et tu vas te rendre compte que le code promo est périmé, qu'il fonctionne pas, etc. Et qui pour autant, t'as cliqué, il y a un cookie qui a été déposé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Le partenaire potentiel peut prendre une commission si les actions anti-fraude sont pas mises en place, en fait. Malin. Cookie stuffing, tu as dit tout à l'heure. Oui. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il m'est arrivé un truc et j'ai eu du mal. Et pourtant, je pense pas être un vieux schnock. J'ai eu du mal à comprendre d'où ça venait, mais pendant une période, je lançais, je sais pas, Amazon, et j'avais une redirection sur un autre site. Ah oui. C'est ça du cookie stuffing? Alors ça, c'est presque, c'est l'e-framing stuffing, en fait. C'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va charger un site derrière le site qu'on est venu visiter. Et alors, c'était pas derrière, ça te le chargeait devant. Même pas devant, à la place 2. Quand je lance un nouveau tab, je lance Amazon. Mais ça, c'est que tu avais un petit bot sur ton ordinateur que tu avais dû collecter à un moment donné en cliquant je ne sais pas où. Quel enfer. Et qui a fait, effectivement. Et donc là, il dépose un cookie. Et derrière, tes actions que tu vas réaliser, potentiellement, c'est un partenaire d'Amazon. Et les actions que tu vas acheter sur Amazon, enfin pas les actions, du coup les produits, et bien derrière, il peut potentiellement récupérer une commission. Première brique, elle paraît évidente, mais il est bon de la rappeler. Préparez bien votre site pour pouvoir traquer les effets de vos campagnes, de vos actions de partenariat que vous allez lancer.
Ensuite, j'imagine qu'il y a des questions aussi assez stratégiques à se poser sur comment est-ce que je vais aborder ma recherche de partenaires et mon affiliation. En effet, après, c'est la suite logique, c'est-à-dire on va se lancer, et c'est très attrayant parce que le côté influence a ce côté très, très notoriété, très, très clinquant, etc. Et c'est très, très, très attrayant de se lancer directement, d'aller contacter les partenaires, etc. Mais si vous ne savez pas ce que vous allez leur proposer, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la proposition de valeur ? Comment ils travaillent, etc. En fait, donc le point ici, c'est de dire un peu de stratégie ne fait pas de mal. En gros, il faut bien définir ce que vous allez pouvoir leur proposer, comment vous allez pouvoir leur proposer, ne serait-ce qu'un élément qui est ultra regardé en fait quand vous allez aller voir un partenariat. Donc l'influenceur, oui, il va regarder vos produits, mais il va surtout regarder ce qu'il va gagner aussi. Et donc en fait, c'est combien vous êtes prêt à lui donner. Et cette question, elle nécessite quoi ? Elle nécessite un peu d'analyse de votre e-commerce. Elle nécessite d'obtenir votre CAC, votre coût d'acquisition client. Elle nécessite d'avoir un retour sur investissement cible. Elle nécessite d'avoir calculé son taux de marge, etc., etc., pour vous permettre de dire, en fait, in fine, combien je peux réellement reverser ? Quelle est ma fourchette, en fait, que je peux reverser à cet influenceur ? Parce que si vous y allez sans vous poser toutes ces questions-là, ça va vite vous coûter cher, finalement. Et peut-être que ces actions ne seront pas rentables, dépendamment de vos produits, quoi. Et donc effectivement, c'est des questions essentielles qu'il faut se poser. Ensuite, on va se poser la question, c'est quel dispositif, par exemple, je vais pouvoir leur proposer ? Qu'est-ce qui m'intéresse en fait de faire avec ces influenceurs ? Quel produit je veux mettre en avant ? Est-ce que c'est un best-seller ? Est-ce que c'est un nouveau produit ? Est-ce que finalement c'est l'entièreté de mon catalogue, etc., etc. Et donc il faut bien que vous puissiez imaginer les next steps avant de commencer à contacter des partenaires, parce que vous serez d'autant plus efficace en fait. Tout simplement dans votre proposition de valeur. La clé, c'est la proposition de valeur et la personnalisation. On est sur un levier, en fait, qui n'est pas automatisé comme Google Ads, comme Facebook, ou entre guillemets, je grossis les traits, on va configurer les campagnes, donc c'est des robots qui vont prendre la main, etc. Là, on configure les campagnes, génial, mais ensuite, derrière, c'est de l'humain. On va passer par du contact direct, on va négocier la mise en avant, etc., etc. Tu donnes j'imagine, alors on y reviendra, je pense, dans l'animation, mais un outil de vente. Il faut des arguments, il faut des choses. Hein. Ouais, absolument. Mais ton premier point, il est hyper important et il est top. Bien connaître ses KPI, évidemment. Son coût d'acquisition, le retour sur investissement attendu, espéré, cible. Et je pense qu'il y a aussi alors moi, je vois souvent chez des entrepreneurs qui se lancent, mais il faut bien séparer ce qui est une dépense marketing d'une dépense ROI. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as une dépense de visibilité, de notoriété, d'image. C'est de l'argent pas dépensé à perte, puisque c'est de la construction long terme, mais pas avec un retour immédiat. Tu as un conseil là-dessus ? Effectivement, en gros... Pardon, je l'oppose à de la perf où je dépense, je paye la com, en échange j'ai une vente et de la marge. C'est pas incompatible. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'effectivement, la pensée collective dit je fais mes actions haut de tunnel, de notoriété, etc. De toute façon, ça va contribuer à l'ensemble du business et c'est même si c'est pas rentable tout de suite, c'est pas grave. Aujourd'hui, grâce à Affiliation, vous avez l'opportunité de traquer en fait l'apport réel de vos partenaires à votre chiffre d'affaires. Et donc du coup, c'est plus vrai de dire que ce sont des actions de tunnel qui sont pas traquées, etc. et dont on n'en connaît pas l'impact sur le business. Vous pouvez connaître réellement votre vrai retour sur investissement. Nous, chez Affilié, par exemple, on a secteur par secteur d'activité les ROI moyens en fait de l'ensemble des marques avec lesquelles on travaille. Par exemple, sur l'influence, je vais pas trahir de secret, mais comme on a des partenariats très personnalisés, donc on permet d'augmenter les ROI, on a des beaux ROI entre 7 et 13, dépendamment des campagnes qui vont être menées. Alors oui, c'est beaucoup de test and learn et on parle de ROI qui ont été affinés dans le temps. On parle pas d'une action lancée en one shot. On parle d'un travail sur peut-être une année à cibler, à segmenter les bons influenceurs, à capitaliser, à renouveler les deals qui ont fonctionné, etc. pour arriver à ces ROI qui sont très ajustés à ce pool d'influenceurs, quoi. Sur cette partie ROI, alors quand je lance des actions d'email, même un site, la première chose que je vais faire, c'est je vais faire un bench, je vais regarder ce que fait la concurrence, direct, indirect, connex. Comment est-ce que je peux me renseigner sur ce que font mes concurrents sur la file ? Alors,
vous avez beaucoup de chance parce qu'effectivement les plateformes d'affiliation communiquent sur la catalogue de leurs clients, c'est un peu leur vitrine, et donc beaucoup de programmes d'affiliation affichent les taux de commissionnement qui sont pratiqués. Et effectivement, c'est toujours très intéressant de faire un benchmark, et il y a certains secteurs d'activité très dynamiques et où vous avez des taux de commissionnement qui sont référentiels, on va dire, et où on va être par exemple, je sais pas, à 10%, et c'est vrai que si vous vous situez en dessous, eh bien vous êtes moins sexy par rapport à l'offre du marché. Et donc il faut arbitrer en fait la proposition de valeur entre les références du marché et ce que vous pouvez vous faire par rapport à vos KPI en fait. Et après la force de ce levier affiliation, je le répète, c'est la personnalisation, dont tout s'explique en fait aux partenaires en fait. Il faut avoir une relation transparente, une relation qui va être construite dans la durée, et on peut tout dire et tout expliquer. Après, c'est l'intelligence collective qui fait le reste. Sachant qu'au bout, il y a toujours de l'humain et que potentiellement, dites-vous, j'imagine, qu'on peut gérer 1000 influenceurs de la même manière comme on peut en gérer 1000 de 1000 manières différentes. Je peux me lancer avec un peu plus de subtilité. C'est ça. Quels sont les leviers sur lesquels je peux jouer? Je sais pas, délai de paiement, délai de validation. Exactement. C'est un des points que j'allais aborder. Vous devez, quand vous construisez un programme d'affiliation, que la proposition de valeur, encore une fois, elle soit claire et précise. Comme la proposition de valeur sur la vente de vos produits est claire, la proposition de valeur sur le programme de partenariat que vous proposez doit l'être aussi. C'est-à-dire que il faut définir au maximum les choses qui peuvent être cadrées. Par exemple, quel est le délai de paiement des commissions? Par exemple, quel est le délai de validation des ventes? J'avance encore un peu plus dans la stratégie, quelle est l'attribution des ventes. Vous pouvez aussi passer par des plateformes comme Eulerian, comme Easyance, anciennement Masberry, comme Google Analytics, etc., qui vont permettre en fait d'attribuer les ventes à différents leviers en fonction des modèles que vous avez définis. Et là, ça a un impact sur le levier, parce que Vas-y. Ça a un impact sur le levier parce qu'en fait, vous n'allez pas valider toutes les ventes en fait. Est-ce que vous allez annuler les ventes, les commissions sur les ventes des produits retournés, des commandes annulées, des ventes qui ont été attribuées à un autre levier, etc. Tout ça, il faut l'anticiper, le prévoir, communiquer, informer en fait dans les conditions générales du programme d'affiliation pour éviter les surprises et pour éviter les déconvenances en fait avec vos partenaires. Mais ça veut dire que l'attribution des ventes, et c'est là qu'il peut y avoir un point de friction? Exactement, c'est un vrai sujet parce l'affiliation reste le seul levier où tu vas rémunérer à la vente finalement. Et qui dit rémunérer à la vente, c'est que tu es en bout de chaîne, tu n'es pas au CPC, c'est facile, le CPC, tu rémunères un trafic, il n'y a pas de sujet. Google, tu peux pas annuler des clics que Google te facture. Par contre, des ventes, tu peux en annuler parce que tu es en bout de chaîne et il peut se passer plein de trucs au niveau de la vente. La commande peut être annulée, dépendamment si vous avez des outils marketing avancés, vous pouvez attribuer à d'autres leviers, etc. Tout ça, c'est des stratégies plus complexes. Mais il faut informer et communiquer pour éviter en fait que les affiliés reviennent vers vous et vous disent coucou, pourquoi tu m'as annulé 30 ventes ce mois-ci ou 300 ventes ce mois-ci alors que je suis un blog, j'ai un article très quali où je suis un influenceur, j'ai fait X séries de stories et je ne comprends pas en fait. Du coup, tu as une notion d'arbitrage. Tu as une notion d'arbitrage, on est une sorte d'arbitre. Ok. Il y a beaucoup de... Alors chez vous ou ailleurs, est-ce qu'on a des données marché sur sur 1000 transacts, il y en a combien qui font l'objet d'une... Alors, il n'y a pas vraiment de données marché parce que c'est vraiment un sujet sensible entre les marques et les partenaires. Et c'est surtout quand vous travaillez des leviers haut de tunnel, un sujet qui touche à la notoriété. Donc, les annonceurs vont mécaniquement favoriser les leviers haut de tunnel comme l'influence pour éviter que ça ait un impact aussi sur leur notoriété derrière. Et donc, il y a beaucoup d'annonceurs qui vont traiter que des partenariats, par exemple en influence blog média, et qui vont valider toutes les ventes parce qu'ils connaissent, si tu veux, leur taux de dévalidation des ventes, qui est 1%, 2%, 0,5%, etc. et qui vont décider de l'absorber en tant que coût marketing. Après, quand on va traiter d'autres leviers plus opportunistes, on se pose cette question, effectivement. Et là, y a un arbitrage qui est fait, tout simplement, et qui est expliqué. C'est de l'humain. C'est de l'humain. Ok. Donc du temps, donc du coût. Alors c'est de l'humain ou pas, dépendamment de là où on est la marque dans son automatisation, mais nous on travaille avec des marques qui ont complètement automatisé la validation des conversions en fonction de leur modèle d'attribution dans leur solution d'analyse marketing. J'ai préparé mon site. Je suis prêt à recevoir des ventes
que d'affiliés. J'ai mis en place ma strat. Je me suis posé les bonnes questions sur qu'est-ce que je peux dépenser parce que je connais mon CAC, mon ROI cible. J'ai préparé ma proposition de valeur par rapport à la concurrence que je suis allé chercher bencher sur des plateformes d'affiliation puisque grâce au marketplace, on voit ce que peuvent faire les concurrents. J'ai une zone qui est pas grise, mais en tout cas peut-être une fourchette qui est mes délais de validation des ventes, le délai de paiement des conditions sur lesquelles je peux jouer, parce qu'il va y avoir un peu d'humain et de négociation potentielle. On y vient dans quelques secondes. J'ai ma plateforme d'attribution des ventes pour être sûr d'avoir une sorte de chevalier blanc d'arbitrage s'il y a des sujets d'attribution. Troisième étape, il faut choisir les bons partenaires. C'est ça. Quand tu arrives là, tu as fait 50% du job, le plus dur, c'est-à-dire la stratégie, l'analyse, qu'est-ce que je vais proposer, quelle est mon offre de valeur, etc., ce qu'on vient de rappeler. Et on arrive au moment où effectivement, ça y est, on est dans le concret, on est dans le dur, il va falloir aller sélectionner les bons partenaires. Et donc, il faut là aussi se poser les bonnes questions. Et la première question, c'est de se référer à l'étape d'avant, c'est-à-dire quel est le positionnement de ma marque en fait. Parce que ça va déterminer le choix des partenaires. Si vous avez un positionnement plus premium, vous allez éviter de travailler les leviers opportunistes comme le code promo, le cashback, etc. Mais vous allez plutôt travailler et être intéressé par le haut tunnel de conversion, influence, blog, médias. Et donc ça va déterminer le choix des partenaires. Il va falloir aussi essayer de ne... Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup auprès des e-commerçants. Est-ce que je paye ou non ? Est-ce que je paye ou non ? Ça, c'est pas un choix. Ça, c'est pas... Okay. Non. Mais il y a du... Non, pardon. Est-ce que j'offre mes produits ou non ? Enfin, tu vois, il y a une... oui, tout à fait. Ouais. Dépendamment du levier, en influence, c'est un prérequis, en fait. Vous n'avez pas le choix quasiment. Sauf exception où les produits valent très très cher et vous en faites le prêt, entre guillemets. Non, mais il y a des marques qui se font et que j'ai reçu sur le panier. Alors, je vais pas les citer parce que, un, j'ai un trou de mémoire et deux, je sais pas si elles le souhaiteraient, mais qui se disent, non, nous, on n'offre jamais de produits. Éventuellement, on prête, ou alors on fait venir tu vois, dans nos boutiques. Oui, il y a plusieurs techniques, effectivement. Soit, effectivement, vous allez travailler en dotation produit et il n'y a pas de sujet. Soit, effectivement, c'est plus complexe pour vous d'offrir des produits, donc vous allez peut-être offrir des cartes cadeaux pour que l'influenceur vienne acheter sur le site les produits dont il veut parler, par exemple. Soit effectivement, et je connais des marques qui le font, je ne vais pas les citer, mais en gros qui ne font aucune dotation produit parce qu'elles sont suffisamment successful pour que les influenceurs aient envie de parler de cette marque naturellement et ont déjà les produits quelque part, tu vois. Donc il y a ça aussi. Et puis il y en a que c'est pas dans leur stratégie effectivement. Et là, elles ont d'autres arguments pour convaincre. Mais je pense par exemple à des produits beaucoup moins palpables. Enfin, quoique c'est palpable, mais par exemple si on prend une marque comme Verisure, en fait, vous n'offrez pas des produits, vous offrez une expérience en gros. Et donc là, on va par exemple offrir 1 an d'abonnement à la solution Verisure. On va faire installer le système chez l'influenceur, etc., et qui va nous raconter à travers cette série de stories son expérience Verisure en fait. Et donc il y a plusieurs moyens effectivement d'aller sur ce terrain-là. Parce que c'est peut-être pas clair parce qu'on l'a pas dit jusqu'à présent, ça me paraissait évident, mais en plus il y a 2 niveaux. Il y a comment est-ce que tu motives ton partenaire à tester parler ton produit, donc faut le séduire. Et puis il y a la promotion que lui peut offrir à son audience. Oui. Donc c'est pas une double décote parce que tu as une dépense marketing au début et tu as une dépense client ensuite, mais ok. Et là-dessus, du coup, toi, tu as des conseils ? Enfin, si je suis De Vialet versus JBL. Alors JBL, pardon, ça me vient de tête. Je sais pas si c'est Kali ou pas, mais moi je vois ça un peu moins Kali que De Vialet. Peu importe, Jabra. Je pense que De Vialet, il n'y a pas besoin d'offrir des. De toute façon, il doit certainement pas le faire. Non. De l'autre côté, dans des marques moins premium, plus grand public, c'est les questions qui se posent sont différentes. Est-ce que là-dessus, dans le choix des partenaires, tu as un insight, un conseil ? En fait, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui de solutions. Alors, si on se consacre sur l'influence, que c'est vraiment le côté le plus intéressant, on a le plus de KPI à disposition, mais il y a beaucoup d'outils, alors des outils français comme CallSquare, comme Influence for You, des plateformes comme ça qui vont permettre de vous donner la connaissance des influenceurs en termes de KPIs, taux d'engagement, followers, etc. et qui vous permettent même intérêt en fait de la communauté des influenceurs,
segmentation géographique, etc., etc., et qui vont vous permettre de cibler au plus précis en fait ce que vous souhaitez aller chercher à travers la segmentation cible que vous avez. Et donc ça, c'est déjà un premier élément. Équipez-vous aussi. Il faut aller chercher la donnée. Aujourd'hui, il n'y a plus de marketing sans données, quoi. Donc il faut effectivement aller chercher cette donnée. Nous, on va essayer de vous la retransmettre et on va avoir une action qui va être postérieure à celle du choix des partenaires, dans la mesure où on va mesurer leur performance. Donc on va vous donner la vision, pas le reach, mais du coup la vision conversion en fait. Est-ce que ce partenaire fonctionne, tout simplement. Ce que j'allais dire, c'est voilà, allez chercher la donnée, soyez sachant entre guillemets pour faire le choix des bons partenaires. Est-ce que ce que je vais offrir à mon client final, donc ma dépense client comme tu l'as dit tout à l'heure, a un impact sur le... On est d'accord que c'est un match. Je ne force personne et aucun influenceur ne force aucune marque. Enfin voilà, c'est un match. Donc, est-ce que la dépense client, la remise que je vais offrir, je sais pas, le plus produit à la fin, a un impact sur le... Mais ça fait partie des arguments du programme d'affiliation. Quelle est la proposition de valeur? C'est-à-dire quel est le deal qu'on va proposer en fait. Donc que ça soit un envoi de produit, c'est très bien. L'influenceur va pouvoir s'en servir et capitaliser dessus pour le présenter à son audience. Mais après, effectivement, pour maximiser les chances de conversion, qu'est-ce qu'on va pousser? Qu'est-ce qu'on va offrir? Et le code promo peut être une solution, un code promo par exemple dédié à la communauté de l'influenceur. Mais attention, là aussi, ça dépend des stratégies de marque, du positionnement, etc., quoi. Récemment, je discutais avec une marque fashion premium. Il est hors de question pour eux de faire de la promotion comme ça, quoi. Donc, Et alors, quelle stratégie ont-ils choisi? A-t-elle choisi? Ils sont suffisamment connus et successful pour pouvoir faire uniquement de la dotation produit, sans avoir besoin de motiver un acte d'achat supplémentaire. D'accord. Donc l'influenceur au final, ou l'ambassadeur ou le partenaire aura pu tester un produit, le toucher, mais n'offre aucune remise. Non. Okay. Là-dedans, je pense qu'il y a un truc important aussi à avoir en tête, chères auditrices, chers auditeurs. Et d'ailleurs, on l'avait bien abordé avec Laure Lagarde dans cet épisode Émilie Spilot qu'on avait enregistré il y a quelques semaines, que vous adorez tous. T'as 3 sujets en fait. T'as du trafic sur mon site, de la transfo, le CRO, et augmenter le panier moyen. Donc dans la dotation, dans le bénéfice produit, la proposition de valeur que vous allez proposer à vos partenaires, il y a un code promo réduit au final mon panier moyen. Il y a aussi potentiellement comment augmenter ce panier moyen avec une réduction sur le deuxième produit acheté. L'upselling, ouais, tout à fait. Mais ça, c'est pris en compte dans le calcul du ROI. Mais voilà, en tout cas, une manière intéressante pour vous de dire, comment motiver à plus d'achats et augmenter mon panier moyen versus offrir une réduction. Voilà. Alors après, il y a d'autres... oui, comment on va motiver la communauté, mais aussi comment on va motiver l'influenceur. Donc il y a la commission, il y a la dotation produit, on peut travailler des commissions par palier. On peut dire incentiver sur les volumes de vente, c'est-à-dire dire tu vas toucher 10% dès la première vente, 15% au-dessus de 15 ventes par mois par exemple. Donc ça aussi, ça va permettre d'avoir des dispositifs peut-être plus câblés, peut-être plus importants et qui auront une résonance aussi plus importante, quoi. On parlait tout à l'heure du test and learn. Je pense que c'est un beau moment pour y revenir. Donc, oui. Dans cette troisième brique qui est le choix des partenaires, je vais en prendre 20. Je vais voir les 5 qui performent le mieux, ou 100 et les 20 qui performent le mieux. Et marcher par vague, tu peux caper le nombre de produits, le nombre de ventes, le nombre de liens. Comment ça? Oui, tu définis en fait. Tu peux tout faire. Tout dépend du deal que tu vas négocier. La technologie permet de dire, j'ai 5 000 € de budget et je cape en fait à ces 5 000 €. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dépensé 5 000 €, ça s'arrête. Et c'est un peu comme aujourd'hui, c'est moins utilisé en fait sur l'influence, mais c'est comme quand tu vas voir un comparateur, quand tu vas voir quel coût, le guide, etc. T'as 10 000 € de budget. Eux, ils vont arbitrer pour que sur tout le mois, tu dépenses ces 10 000 € de budget. Une fois que c'est fini, ils coupent. Il coupe, mais si le partenaire a mis ce lien traqué sur son blog, Qu'est-ce qu'il fait? Alors, tout dépend du deal. C'est-à-dire que si tu es rémunéré aux frais fixes, tu as donné 2 000 € à ton influenceur, ou moins, tu vas en traquer le résultat. Mais tu vas pas rémunérer sur les ventes. Ad vitam aeternam. Voilà. Si tu rémunères sur les ventes, c'est... Si tu rémunères sur les ventes, ma question. T'es censé effectivement être faire. Et donc le laisser en place. Ad vitam aeternam. Après, c'est des ventes. Oui. T'as atteint ton résultat. Tu as parlé plusieurs fois de discussion. C'était mon point. Dans ce troisième pilier là, qui est le choix des partenaires, il y a un peu de négo. Il y a totalement de la négo.
C'est-à-dire que ça reste un levier humain, effectivement, et c'est un des points essentiels qui est différenciant par rapport aux autres leviers d'acquisition, c'est que l'affiliation, le partenariat est un levier humain où on négocie. Tu vas avoir sur ton programme d'affiliation une multitude de partenaires. Sur ces partenaires, certains vont accepter les conditions de départ, d'autres, parce que leur audience est plus riche, parce que X ou Y raison, ont une plus forte valeur ajoutée, eh bien, vont vouloir négocier, augmenter cette rémunération. Et en fait, c'est là où on ne doit pas être limitant. Beaucoup aujourd'hui de marques, à tort ou à raison, je ne veux pas me permettre de juger là-dessus, mais veulent rémunérer uniquement des partenaires à la vente parce que le risque est moins élevé en fait, parce que effectivement tu as vendu, tu rémunères à la vente. Pour moi, il faut challenger cette vision aussi, parce qu'en fait, tous les partenaires n'ont pas le même objectif. C'est-à-dire que quand vous allez travailler avec de l'email, leur métier, c'est de délivrer le message. Quand vous allez travailler avec des comparateurs, leur métier, ça va être de comparer et d'afficher les bons produits. Quand vous allez travailler avec de l'influence, ça va être de faire de la prescription sur les produits, de présenter vos produits, de proposer de présenter la proposition de valeur en fait. Et donc il y a une partie sécurisation dans la création du contenu que les influenceurs veulent sécuriser. Et donc il n'est pas rare qu'on ait des deals qu'on négocie hybrides, c'est-à-dire une partie en frais fixes, une partie en rémunération sur la vente, justement pour réconcilier le besoin de sécuriser dans la création de contenu que l'influenceur a et le besoin de performance qu'a la marque aussi. Et donc en fait, le matchmaking se fait non seulement, pas que dans un seul sens en fait, il se fait dans les deux sens. L'un parle avec l'autre et l'un rejoint les objectifs de l'autre aussi. Et donc c'est important de se dire que il faut piloter les campagnes au ROI cible. Ça vous permet de vous libérer au niveau des modes de rémunération et d'ouvrir le champ des possibles. Pardon. Je reviens sur ma pensée sur pardon, là où je veux t'emmener. Ou plutôt, je voudrais ton avis, même si j'ai le mien, mais ces partenaires vont parler d'une certaine manière de mes produits sur les réseaux sociaux, sur leur blog. Je sais qu'il y a des marques qui veulent tout valider, ce qui est en général pas forcément une bonne approche. Ça, c'est mon avis, parce que chacun a son bassin d'audience, chaque partenaire a son bassin d'audience et sa manière de leur parler. Sa stratégie éditoriale. Sa stratégie éditoriale, exactement. Ensuite, sur certaines marques, tu as des éléments de langage qu'il faut respecter. Où placer le curseur, comment placer le curseur. Alors, ce qu'on fait, mais surtout dans le cadre des campagnes d'influence, c'est des briefs en fait. Donc, on va, par exemple, présenter la marque, présenter les valeurs de la marque, et surtout dans le brief, on a les éléments sur lesquels veut communiquer la marque, mais surtout les éléments sur lesquels elle ne veut pas communiquer. Par exemple, si on parle d'une marque food, eh bien, elle peut, par exemple, interdire dans la création des recettes que vont être faites par les influenceurs la présence d'avocats, par exemple. Et parce que c'est pas son produit, elle veut pas le traiter comme ça et elle veut pas avoir cette image-là. Et donc, le respect du brief des campagnes est important et il peut même mener à des choix marketing différents en fonction des partenaires, quoi. Donc, bien prévoir le brief produit, enfin le brief. Mais ça revient un peu au côté stratégique. Cool. J'ai choisi mes 50 premiers partenaires. Brique suivante, ton quatrième tips sur le sujet. Il va falloir les animer. Alors tout à l'heure tu m'as dit que 50% du boulot était fait, là je suis à 60%, 70%, j'en sais rien. J'ai mes 100 partenaires, il faut les engager, les animer, les aider éventuellement, répondre à leurs questions. Exactement. Là où tout à l'heure on était sur le choix des partenaires, et effectivement l'un peut-être des mots-clés que j'ai pas rappelé, c'est que la qualité plutôt que la quantité en fait. C'est un peu une expression qu'avait eue Steve Jobs lors d'une de ses conférences, qui disait, je vais la traduire, la qualité prévaut sur la quantité, et il analysait ça par rapport au baseball. Alors j'ai pas les prétentions de connaître les règles du baseball, mais effectivement, un home run vaut mieux que 2 doubles en gros. C'est ce que ça veut dire. Et donc la next step, c'est qu'une fois qu'on a fait ces recrutements, qu'on a identifié les partenaires, eh bien recruter ne veut pas dire activer en fait. On peut se taper dans la main et dire ok, on part ensemble et on va faire ça, ça et ça. Mais derrière, si personne ne drive le partenariat, qu'est-ce qui se passe ? Souvent rien. Et donc, surtout quand on est sur des hauts de levier et pas des leviers automatisés, quoi.
Et donc l'un des points importants, et peut-être même le point le plus important d'un programme d'affiliation, c'est de pouvoir animer sa communauté, de pouvoir la driver, de pouvoir lui donner les bons éléments pour exister en fait. Parce que c'est facile de dire on y va, mais c'est beaucoup plus dur d'avoir le temps et les bons outils pour animer la communauté. Comment est-ce qu'on va animer une communauté ? Ça passe par des prérequis. On va tout d'abord, la proposition forte de valeur qu'on a travaillée, eh bien, il va falloir la communiquer. On va communiquer les valeurs de la marque, on va faire adhérer. Le but, c'est d'engager en fait ces partenaires avec vous, avec les valeurs de votre marque, avec les produits sur lesquels vous avez envie de communiquer. Et derrière, ça va être de définir des actions fortes. Ça va être par exemple, de créer des challenges pour les partenaires. Je donne un exemple, et on a l'immense Black Friday qui est connu aujourd'hui en France et encore plus outre-Atlantique, qui va être un challenge de la course à la vente pour beaucoup d'e-commerçants. Et là, c'est le moment de travailler une offre dédiée à vos influenceurs ou à vos partenaires au sens global du terme, et de travailler peut-être des hausses de rémunération dédiées sur ces périodes-là pour favoriser l'essor des mises en avant naturelles, parce que vous n'allez pas pouvoir travailler 100% de votre réseau efficacement, donc il faut aussi mettre des petites logiques d'automatisation. Vous pouvez créer une newsletter qui va présenter vos actus auprès des partenaires. Vous allez pouvoir leur envoyer vos derniers produits. Vous allez pouvoir faire plein de choses en fait qui va pouvoir les animer. Leur relayer vos offres commerciales, ça c'est extrêmement important. Combien de fois nous on court après les marques pour avoir les offres commerciales en temps et en heure. Là où Amazon avec son armée d'affiliate managers va relayer les offres, va pousser les produits auprès des publishers, etc. Nous on fait l'inverse. On court après les marques pour qu'elles nous donnent les informations. Donc il faut aussi avoir conscience de ça. C'est que ça se fait pas tout seul. Alors, pour parler d'affiliate en particulier, tu donnes aux marques les contacts des partenaires, ou ils le font via la plateforme? Alors tout dépend. Parce que tu parlais de créer une newsletter, excuse-moi. Ouais. Alors en fait, quand tu es sur ton programme d'affiliation, sur Affiliate, tu as ton on va dire ton CRM d'affiliés, où tu as ta liste en fait d'affiliés avec toutes les informations de contact, etc., numéro de téléphone, email, etc. Tu peux exporter ces informations-là, créer ta propre liste d'emailing et shooter en fait à cette base de partenaires ta newsletter sur tes offres, sur tes nouveautés, sur tes offres promotionnelles, etc. en récurrent, par exemple tous les mois. Ok. Et en termes de deal et disons de contractualisation, pardon, chers auditrices et auditeurs, il y a des accords cadres, il y a des comment ça se... Alors c'est une super question. Parce que autant l'affiliation est un super beau levier où on peut faire de très très belles choses, autant la contractualisation est parfois aussi informelle. C'est-à-dire que on va créer un programme d'affiliation avec des conditions générales d'affiliation, et en gros les partenaires vont postuler à ce programme, les marques en face vont accepter et ça vaut contrat. Donc il n'y a pas de signature réelle dans la plupart des cas, j'entends, de contrat éditeur, parce qu'il faut aller vite, on gagne du temps, on fait la mise en avant, etc. Mais après, pour des partenariats plus câblés, plus spécifiques, bien sûr, on va signer des contrats. Tout dépend des sommes qui sont engagées. Quand vous rémunérez à la vente, l'enjeu est beaucoup moins important, même si les règles du jeu doivent être respectées. Quand vous engagez des frais fixes, si vous engagez 20 000 euros, là, évidemment, on sécurise. Ok, je comprends. Alors, tu parlais tout à l'heure d'opérations sur des marronniers où le Black Friday en fait partie, où d'un coup tout s'anime, tout s'accélère. Tu peux créer du gaming avec tes partenaires? Oui. Est-ce que oui, absolument. Alors, absolument, nous on essaye de pousser de plus en plus là-dessus. Après, il faut avoir le temps de le faire, effectivement. Et les marques qui le font sont probablement celles qui s'en sortent le mieux, avec des programmes qui ont des taux d'activation de partenaires assez intéressants. En grosso modo, si tu animes bien ton programme, et je vais revenir sur la notion de gaming après, mais si tu animes bien ton programme, tu fais vraiment la différence. Entre deux marques similaires sur le même secteur d'activité, une va avoir un programme d'affiliation qui va vivoter où il n'y a pas d'animation forcément et qui va avoir 5% de ses affiliés actifs, et une qui va passer du temps à animer son réseau, à le travailler, à lui envoyer les bonnes informations, à le nourrir en fait, eh bien va avoir 45% de ses affiliés actifs. Et vous faites pas du tout le même chiffre d'affaires. Ça c'est sûr. Donc c'est vraiment important.
Alors après, effectivement, la notion de gaming, elle peut arriver en créant des challenges, en disant l'affilié, les top 3 affiliés qui va me générer le plus de ventes sur le Black Friday, il gagne un voyage aux Seychelles, par exemple, j'en sais rien. Ou il gagne le top produit de la marque, etc., etc. Donc on peut créer ce genre d'action de gamification pour justement driver et créer des belles synergies avec les partenaires. Ok, hyper intéressant. Dans cette animation, j'imagine que faut aussi avoir une idée sur la rentabilité des. Alors évidemment de mes produits, mais est-ce que sur les EPC par exemple, il y a. Oui, alors effectivement, on travaille généralement les challenges sur un pool limité de partenaires qui sont généralement ces top partenaires. Et donc il y a un point qui est important. Oui, on peut les récompenser sur des marronniers, sur des challenges dans l'année, mais il faut aussi prêter attention à un élément, c'est la rentabilité de vos partenaires. C'est-à-dire que les partenaires, ils sont là aussi pour relayer vos produits, mais surtout effectivement pour gagner de l'argent. Ils font pas ça gratuitement. Et donc en gros, si la juste répartition de la valeur qui est créée au niveau des ventes n'est pas bien répartie, les partenaires délaissent le programme d'affiliation pour celui d'un autre en fait. Et donc il faut faire attention, et on a un indicateur pour ça en affiliation, mais ailleurs aussi, qui est l'earning per click en fait. EPC, pardon, que j'ai utilisé tout à l'heure, ouais. Oui. Earning per click. Exactement, c'est le gain par clic qui va être réalisé. Et donc pour l'affilié. Pour l'affilié, tout à fait. Et donc, les affiliés regardent beaucoup ça parce que c'est l'indicateur qui leur permet de trier les partenaires les plus rentables et donc ceux avec qui ils vont faire des actions beaucoup plus poussées. Ça peut aller de 0,05 à 1, 5 euros par clic, tout dépend en fait du secteur d'activité, etc. Mais c'est vraiment l'indicateur qui regarde et c'est l'indicateur que vous devriez surveiller aussi. Parce que s'il n'est pas suffisamment bon, ça veut dire deux choses. Soit le partenaire ne fait pas les efforts que vous attendez dans la communication de vos produits et peut-être communique sur d'autres produits concurrents, etc. Donc ça permet, il faut faire cette veille, il faut faire cette surveillance parce qu'à l'origine c'est un top partenaire, donc c'est un indicateur si le PC chute. Soit effectivement vous devez renforcer les mises en avant que vous avez fait avec lui, ou soit au contraire le PC est bon et là tout va très bien et au contraire il faut récompenser quoi. Parce qu'on est d'accord que la pratique, c'est la vente, c'est la rémunération, enfin la commission à la vente. Oui. Et ce qu'on dit là ou ce qu'on ne dit pas justement, c'est que le clic n'amène pas forcément sur une vente. Donc lui, sur 10 clics, il fait une vente, il gagne moins que si sur des clics, il fait 10 ventes. Exactement. Et c'est ça qui. Et c'est pour ça qu'on le ramène au clic, ouais. Parce que effectivement, le partenaire, lui, ne connaît pas en amont, sauf marque successful, pignon sur rue, etc., le pouvoir de conversion de la marque, en gros. Et donc lui, son indicateur, effectivement, c'est l'earning per click. Ce qui nous ramène au sujet de l'attribution dont on parlait tout à l'heure, puisque j'ai cliqué sur le lien d'un affilié ou d'un partenaire, j'arrive sur le site, je me renseigne, ça me plaît, et j'y reviens 3 jours plus tard parce que je suis retargeté sur l'Instagram, mais sur du owned, sur du paid par la marque. C'est là qu'il y a des sujets d'attribution. Exactement. Et juste pour préciser ça, il y a un indicateur que nous on regarde beaucoup dans Affiliate aussi, c'est la notion de contribution par rapport à la notion de conversion. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des partenaires qui contribuent beaucoup à vos tunnels de conversion, mais qui ne sont pas in fine le last click de la conversion en fait. Et donc si vous avez une vision last click, alors ça c'est un autre grand sujet, on pourrait passer un épisode dessus je pense aussi. Si vous avez une vision last click, vous passez probablement à côté de partenaires très très intéressants dans vos tunnels de conversion. Mais in fine, vous, avec votre vision last click, vous dites celui-là il m'a généré 3 ventes ce mois-ci. Alors que vous n'avez pas regardé les contributions parce que peut-être qu'il a contribué 150 fois à vos tunnels de conversion. Et donc si vous regardez que en last click, vous dites il ne génère pas de chiffre d'affaires, je passe au suivant. Sauf que vous avez cassé des scénarios de conversion en faisant ça. Et vous êtes passé sur des scénarios de conversion alternatifs qui sont peut-être moins bien disants en fait. Cette brique elle est vraiment hyper intéressante et mine de rien c'est un peu sur on est sur le 5e tips, l'analyse, mais il faut bien rentrer dans le détail des chiffres, hein, c'est ton insight là. Tu nous as aussi dit un peu plus tôt dans l'animation d'avoir toujours son catalogue à jour en termes d'éléments promotionnels, des opérations en cours, et regarder tout le tunnel de conversion, donc la contribution aux ventes, la contribution aux visites, hein, puisque c'est ça, tu parles de trafic, tout en gardant toujours, j'imagine, son ROI cible en tête tout au bout de
Oui, c'est ce qui permet de faire qui permet de prendre la décision marketing in fine sur quel partenaire se concentrer, quoi. Ok. C'est passionnant. Est-ce que dans ce pilotage, dans cette animation, il y a encore des tips que tu peux me donner? J'imagine que on l'a dit plusieurs fois, mais tout ça au final c'est de l'humain. Des petits mots, des remerciements, Non, mais tout ça, effectivement, c'est de l'humain. Alors, il faut avoir des contacts chaleureux, des contacts friendly. On est beaucoup dans le contact avec les partenaires sur du tutoiement. Tout ça, c'est vraiment c'est vraiment le mot. On n'est pas des machines, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. On aime tous avoir de super relations, et c'est en mettant en place de super relations conversationnelles, j'allais dire, qu'on fait les meilleurs deals. Mais par contre, il faut avoir une chose en tête, c'est que pour faire plus, il faut automatiser. C'est pour ça que on a des solutions comme Affiliate qui existent et qui vous permettent de passer de 10 à 100 à 1000 partenaires gérés, parce que vous avez besoin d'automatisation pour aller plus vite, pour aller plus loin, et pour que les algos attribuent automatiquement les commissions aux bons apporteurs d'affaires. Mais effectivement, le mot-clé reste la personnalisation. On est dans l'air, on y répète partout du marketing de personnalisation. Mais ça n'échappe pas aussi à ce levier. J'ai préparé mon site, j'ai défini ma proposition de valeur et cadré un peu les actions que je pouvais mener. J'ai choisi mes partenaires et je les ai engagés. Maintenant, voilà, j'ai animé, on est dans le run. En toile de fond de tout ça, il y a l'analyse, la perf, le forecasting, j'imagine, c'est ton 5e tips. Ouais. Et on va conclure là-dessus. Oui, ça reprend les éléments qu'on a dit, ce qui aboutit à la décision marketing. Il faut absolument prendre le temps d'analyser pour faire les bons choix. Et analyser, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà prendre le temps de se poser sur ce qui s'est passé. Prendre le temps de construire un vrai pool de bons partenaires en analysant les données qu'on a vues. Et puis, surtout, c'est le meilleur moment pour donner de la visibilité, de la transparence à vos partenaires sur ces actions-là. Les partenaires sont friands, en fait, aussi d'analyse et tout simplement, en fait, de considération du travail qu'ils font et qu'ils réalisent, parce que de leur côté, ils ont les chiffres. La marque les a. Il faut communiquer, il faut échanger, il faut forecaster, c'est-à-dire définir par exemple toutes les fins d'année. On va nous réaliser des bilans, des forecasts pour les marques avec lesquelles on travaille, les meilleurs deals qui ont fonctionné, pourquoi ils ont fonctionné, comment ils ont fonctionné, quels étaient les moyens de promotion, c'est quoi l'avenir, c'est-à-dire quel partenaire on va chercher, quel partenaire on garde, quel partenaire on optimise, quel budget on met. Et sur ces top partenaires qu'on identifie, on essaye de négocier des deals cadres, on essaye de proposer des choses qui vont et c'est un petit peu ce que j'évoquais, mais c'est la notion de repeat business et des recurring business, où en gros, l'objectif, c'est de créer du recurring business, en fait. Et donc, l'idée, c'est d'apporter toute la transparence, d'apporter le budget. Recurring ou repeat? Recurring. Le repeat, c'est bien. Le recurring, c'est mieux. Formidable. Je l'ai pas dit en intro, pardon, mais ce genre d'épisode avec Big Blue, avec Email Club, c'est ça, pardon, ou avec toi, ils sont pas sponsorisés. Je le fais parce que les problématiques m'intéressent et que c'était comme d'ailleurs la série spéciale sur le paiement, mais je signale quand c'est. D'ailleurs, j'en fais pas des épisodes sponsorisés pour l'instant. Mais tu fais bien, parce que c'est une des recommandations effectivement des bonnes actions en influence, de signaler que effectivement les posts, les articles, les podcasts sont sponsorisés ou pas. Quelle horreur, je trouve, de se sentir pris pour un con. La transparence, Laurent. Il y a d'autres podcasts qui font ça, alors pas dans l'e-com, enfin je pense pas à e-com, je pense à d'autres podcasts plus généralistes sur des parcours entrepreneuriaux où j'ai réalisé ensuite que c'était payé, je me dis fait chier. Si on prévient, à la rigueur, why not, tu vois, mais voilà. Donc là ce n'est pas le cas. Alors passionnant, vous retrouverez tous ces tips en mode bullet point sur ce document que je partagerai. Suivez-moi sur LinkedIn et vous aurez vous en serez informés. Je les mettrai aussi un jour dans un livre, je pense, avec ces invités et ce sera assez fun. Comment est-ce qu'on échange avec toi et Assez facilement. Je peux même donner mes contacts. J'adore en fait la partie commerciale. Je m'éclate beaucoup là-dessus. J'adore discuter avec les clients, connaître leur stratégie,
leurs problématiques, les résoudre en fait, surtout c'est ça le challenge. Alexandre@affilae.com. Voilà, a2filae.com. Cool, j'ai encore 2-3 questions, mais ça fait déjà 1h15 qu'on se parle, donc objectivement c'est que c'est passionnant. J'espère que ça vous plaît, chères auditrices, chers auditeurs. Ça va me coûter combien tout ça ? Je lance je lance un verre en plastique recyclé, j'en sais rien, peu importe, mais je me lance demain, c'est monoproduit, j'ai commencé à faire du chiffre, je vais me lancer dans le sujet, ça va me coûter combien ? Le budget moyen, dépendamment des ambitions et de la marge, il y a bien pas mal de critères, donc c'est difficile pour moi de communiquer sur un budget moyen, mais disons que si vous le faites en interne, ça va vous coûter le prix de la solution, donc quelques dizaines d'euros par mois pour le premier prix, et puis beaucoup plus quand les volumes sont plus importants. Si vous le faites en accompagné avec un expert qui va vous faire gagner du temps sur tout ça, effectivement, là on est sur des paniers qui sont autour de 1000 euros par mois, et ensuite on a aussi le budget média associé, donc il faut à peu près s'attendre donc le commissionnement. Le commissionnement, ouais. Effectivement. Les produits que je vais offrir ou prêter. Et voilà. Ok, très bien. Très bien. Mais une centaine de partenaires que je gère sur la plateforme, si je le fais moi, ça me coûtera le prix du SaaS. Oui. Une centaine de produits que je vais effectivement offrir, la réduction, le manque à gagner, ou l'upsell, mais ça on en a parlé un peu plus tôt, plus la rémunération. Alors tu as dit marché 10%, ça peut être moins, ça peut être plus si j'ai envie d'être agressif. Tout l'important de calculer et de faire vos prévisionnels. C'est ça, très bien. Formidable. Et j'aimerais atterrir maintenant, encore quelques minutes, le temps file. Quick commerce, social commerce, live stream, on est dans l'ère des partenaires. Ouais, trop bien. Bah, en fait, tout ça, c'est merci le Covid, hein, c'est des nouveaux modes qui sont arrivés de diffusion. Si on parle par exemple sur le cas du live stream, c'est extrêmement intéressant. C'est de nouveaux moyens de promotion qui sont diffusés par des médias, des influenceurs et d'autres. Et on peut complètement exploiter ces leviers-là dans des stratégies de partenariat et pouvoir rémunérer les partenaires aussi sur ces modes de promotion, quoi. Par exemple, c'est beaucoup du conversationnel. Donc quand on a un live stream, on va avoir aussi un chat de discussion où on va pouvoir balancer des liens, balancer des codes promo, balancer des offres, etc. Tout ça, c'est traquable. Tout ça, c'est identifiable. Tout ça, c'est mesurable. N'hésitez pas, quoi. Est-ce que tu trembles à l'idée de te dire que les grandes plateformes, les grands réseaux sociaux pourraient eux-mêmes se lancer sur le sujet ? Ils le font pour certains, mais alors forcément, ils seront pas cross-canal. Donc j'aurais que les influenceurs de TikTok, ou d'Instagram, machin. Mais je tremble pas. Je pense que ils ont tous leur propre vision et ils le font déjà tous un peu plus ou moins. Le fun fact, c'était qu'au lancement d'Affilae, Google avait sa propre plateforme d'affiliation, et l'année où on a lancé Affilae, ils ont fermé leur plateforme d'affiliation. Donc tant mieux. Mais ça continue à fonctionner. Je crois qu'on l'a pas dit, mais quand tu as lancé, c'était il y a une dizaine d'années, donc 2012. Alors, Amazon communique pas sur ces chiffres, mais tu me donnais l'information, je me permets de la répéter. 40% des ventes de la marketplace d'Amazon provenaient de liens d'affiliés, de liens de partenaires. C'est ça. C'est ouf. C'est absolument impressionnant, et ça donne la force, en fait, du pouvoir du partenariat, en gros. Et oui, Amazon a, depuis les années 2000, mis en place cette stratégie, et c'est vrai qu'en 2012, ça représentait 40%. Aujourd'hui, les chiffres sont plus actualisés, ou en tout cas, ils communiquent plus dessus, donc je pourrais pas le dire, mais c'est un des enjeux. Et du coup, dans ton panel, alors je reste sur cette prospective à l'avenir, surtout que toutes les plateformes maintenant, alors je dis maintenant, mais ça fait pas quelques années, je veux dire, il y a Instagram Checkout, Instagram Shopping, il y a TikTok qui est hyper actif sur le sujet, il y a Pinterest qui annonce des choses assez incroyables en ce moment. Toi, tu as un panel un peu de ces réseaux Ouais, mais c'est hyper intéressant, et en fait c'est complémentaire à ce qu'on fait. Ils vont vouloir garder l'expérience du client sur la plateforme pour davantage engager, etc. Donc ils mettent tout en place, ces solutions qui sont super, hein. Mais on aura toujours, et ça existe depuis la nuit des temps, besoin de product review, en fait, de recommandations, de réassurance, en fait. Quand vous passez sur un influenceur qui vous a présenté un super produit et que ça vous a donné envie de l'acheter parce que vous en avez besoin ou pas besoin d'ailleurs, et que derrière vous tapez ça sur Google et vous retombez sur un article de blog hyper bien fait, illustré, vidéo, etc. Derrière, vous êtes beaucoup plus rassuré, en fait, sur l'acte d'achat. Et ce tracking, du coup, va aussi évoluer. Parce qu'avant, je le traquais
les ventes sur mon site Shopify, WooCommerce, PrestaShop, BigCommerce. Demain, déjà il y a les marketplaces actuels. Tu peux traquer d'ailleurs? Non, parce que les marketplaces, nous on va traquer quand ça sort du partenaire. Ouais, on va acheter sur le site. En fait, c'est un moyen, si tu veux, l'affiliation aussi, de contrebalancer le trop fort pouvoir qu'a Google et Facebook. Et Amazon, potentiellement, si je vends sur Amazon. Mais du coup, demain, si l'acte d'achat se passe sur un Instagram ou un TikTok, toi aussi, il faut que tu arrives d'une certaine manière à aller chercher ce... C'est des enjeux à l'avenir qui sont intéressants. Alexandre, c'était passionnant, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous l'avez retenu, alexandre@affilae.com si vous avez des questions. Il y a plein d'autres plateformes qui existent. Je te remercie de ne pas avoir trop focusé la discussion sur la tienne. Merci infiniment. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez télécharger le doc de la to-do list pour se lancer dans l'affiliation, l'influence, les partenaires et ce genre de plateforme sur le site. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Alexandre. Avec plaisir Laurent. Bonne journée à tous. Salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.